Parlons Maroc, votre podcast citoyen. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment crucial pour l'économie marocaine, la commande publique. Pour donner une idée, même en 2007, on parlait déjà de 100 milliards de dirhams investis par an. Ça représente près de 16% du PIB. C'est juste énorme comme levier économique. Mais bon, la question qu'on se pose tous, et c'est un peu le cœur de notre discussion aujourd'hui, c'est est-ce que ce moteur puissant, il bénéficie vraiment à tout le monde? On entend souvent parler, par exemple, dans la région de l'Oriental, de jeunes entrepreneurs, de PME locales, super dynamiques, parfois même aidés par des fonds publics, hein. Et pourtant, quand arrivent les gros marchés régionaux, les salons, les festivals, tout ça, paf, ce sont souvent des boîtes qui viennent d'ailleurs, qui raflent la mise. Alors pourquoi? Pourquoi cette déconnexion en fait? Est-ce que cet outil sert vraiment le développement local? C'est exactement ça. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Et pour ça, on s'est appuyé sur plusieurs sources assez solides. On a regardé les rapports officiels, comme celui du Conseil de la concurrence, très détaillé. Il y a aussi des recherches universitaires, publiées dans des revues comme la REFIP ou la RCCA. C'est la revue marocaine d'audit et de développement. Et puis, bien sûr, le regard du terrain, celui du secteur privé avec le livre blanc de la CGEM, la Confédération patronale. Tout ça nous donne une bonne vue d'ensemble, les règles, comment ça se passe en vrai, les blocages et les pistes pour améliorer les choses. Ok, donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ça marche, la commande publique marocaine, de voir l'impact réel, surtout pour les PME, les acteurs locaux, et comment faire pour que ce levier, il irrigue mieux tout le tissu économique partout, y compris dans des régions comme l'Oriental, justement. Alors, allons-y. Comment c'est censé fonctionner? C'est quoi les règles du jeu en principe? Alors, le cadre principal, c'est un décret qui date de 2007, mais qui a été pas mal mis à jour, surtout en 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces textes, ils s'inspirent de ce qui se fait à l'international. Les standards de l'ONU, de l'OMC. L'idée affichée, c'est de garantir des grands principes. La liberté d'accès pour tous, l'égalité de traitement entre ceux qui répondent aux appels d'offres et la transparence des procédures, en théorie. C'est fait pour assurer une concurrence saine et bien utiliser l'argent public. Il y a même des trucs spécifiques pour aider les plus petits, les PME, c'est ça? Absolument. La loi prévoit plusieurs outils pour ça. On parle souvent d'un quota réservé, les sources disent 20%, parfois 30% même, selon les textes, du total des marchés qui doit aller aux PME, mais aussi aux coopératives, aux auto-entrepreneurs. Ça a l'air costaud comme mesure. Et puis, il y a l'allotissement. Ça, si j'ai bien compris, c'est quand l'administration découpe un gros marché en petits morceaux. C'est exactement ça. L'idée, c'est qu'une PME qui ne peut pas répondre à un marché énorme, elle puisse quand même postuler sur un lot plus petit, plus à sa taille. Ça vise à adapter la taille des marchés aux capacités des entreprises. On encourage aussi la sous-traitance. L'entreprise qui gagne le gros lot est incitée à donner une partie du travail à des boîtes locales, surtout des PME. Et puis, il y a ce principe de préférence nationale. Ça donne, sous certaines conditions, un petit avantage aux entreprises marocaines face aux étrangères. D'accord, bon, des règles claires, des objectifs louables, des outils pour les PME. Alors, pourquoi on a cette impression tenace que ça coince? L'étude de la REFIP que vous citiez, elle est assez directe. 88% des PME interrogées trouvent que ces mesures d'accès, c'est insuffisant ou peu suffisant. C'est énorme, 88%. Qu'est-ce qui bloque alors? Effectivement, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Les sources identifient plusieurs obstacles bien concrets. D'abord, tout ce qui est barrières réglementaires, administratives. La CGM, le patronat, se plaint beaucoup de la complexité des dossiers, de la lourdeur des démarches. Le Conseil de la concurrence, lui, il parle d'un formalisme parfois excessif. On peut se faire sortir pour une broutille, un document qui manque, même si l'offre est bonne. Ah oui, la paperasse, quoi. Ça peut être un mur d'entrée. Oui, clairement. Et ça peut décourager, surtout les petites boîtes qui n'ont pas forcément quelqu'un à plein temps pour éplucher des cahiers des charges de 200 pages. Ensuite, il y a les critères de sélection. La CGM dit qu'ils sont souvent discriminants. Si on demande par exemple 5 ans d'expérience, un chiffre d'affaires minimum ou des références sur des projets identiques, mécaniquement, on ferme la porte aux jeunes entreprises ou à celles qui débutent dans un domaine. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. On peut pas avoir les références si on gagne jamais rien. Exactement. Et le Conseil de la concurrence ajoute que même si on veut contester une décision parce qu'on pense avoir été écarté injustement, les recours sont pas très efficaces. Ça n'encourage pas à se battre. Et puis, il y a ce que le Conseil appelle les barrières stratégiques, le fameux relationnel. Ah,
le réseau. Voilà, ça semble jouer un rôle. Connaître les bonnes personnes, ça peut aider à comprendre ce que veut vraiment l'administration, voire à orienter un peu l'appel d'offres. Et puis la concurrence se joue beaucoup sur le prix, la logique du moins-disant. Celui qui est le moins cher gagne. Ça avantage souvent ceux qui sont déjà là, qui ont des économies d'échelle ou des contacts qui leur permettent d'être mieux informés, de mieux négocier. Et il y a aussi cette histoire de bon de commande. C'est une procédure différente, c'est ça? Oui, c'est plus simple. C'est pour les petits achats sous un plafond de 200 000 dirhams hors taxe par an. L'administration demande un devis à au moins 3 fournisseurs et choisit le meilleur. C'est plus rapide, c'est sûr, mais c'est aussi moins transparent qu'un appel d'offres ouvert, publié sur le portail officiel marchépublic.gov.ma, qui est censé assurer la visibilité pour tout le monde. Le hic, c'est que cette procédure simplifiée, elle serait parfois utilisée de façon massive. C'est ce que note le Conseil de la concurrence, oui. Dans certaines communes, surtout en milieu rural, ça représenterait l'essentiel des dépenses. Mais même dans les grandes villes, pour certains achats comme les services, ce serait très fréquent. Le risque, c'est que ça limite la part des vrais appels d'offres, plus ouverts. Et donc, beaucoup de PME qui sont pas dans les petits papiers des acheteurs, elles sont jamais consultées, même pour des petits contrats. Si on revient à notre exemple de l'oriental et à la préférence nationale, la CGM, elle, voudrait la renforcer, acheter Made in Morocco, peut-être même imposer du contenu local. Alors, comment on explique que pour des gros événements dans une région comme l'oriental, les prestataires locaux se fassent systématiquement doubler par des entreprises de Fès, Marrakech ou Agadir, comme le soulignait le focus initial? La préférence nationale, elle ne devient pas locale. C'est une excellente question et c'est une contradiction majeure, oui. Plusieurs sources le relèvent. Et l'exemple de l'oriental l'illustre parfaitement. Il y a plusieurs pistes pour expliquer ça. Peut-être que les grandes entreprises nationales ont des coûts imbattables, du matériel plus pointu, une expérience sur les grands événements nationaux que les locaux n'ont pas encore. Leurs réseaux sont peut-être plus forts aussi pour avoir l'info, pour influencer. Ou alors c'est peut-être juste une habitude des décideurs locaux, une certaine frilosité à faire confiance aux acteurs du coin qu'on juge à tort ou à raison moins fiables ou moins expérimentés. Mais le résultat est là. L'argent de ces événements, il sort en grande partie de la région. Et pour couronner le tout, il y a ce problème des délais de paiement, le cauchemar des PME. Ça revient tout le temps. Absolument, c'est un point crucial, soulevé par la CGM, confirmé par Refip. Une PME gagne un marché. Elle fait le boulot correctement, dans les temps, mais après elle doit attendre des mois, parfois plus, pour être payée. Pour une petite boîte, c'est terrible. Ça peut bouffer toute la marge et même mettre l'entreprise en danger de mort. L'étude Refip compare avec la Tunisie et suggère qu'il y a vraiment moyen de faire mieux au Maroc pour que les délais légaux soient respectés. Tout ça, ça nous ramène au rôle des décideurs, surtout au niveau local, dans les mairies, les régions. Théoriquement, ils ont une mission de développement local. C'est même dans la Constitution, les lois de décentralisation. L'article de la RCCA le rappelle bien. Ils devraient être les premiers à soutenir les entreprises de chez eux, non ? En théorie, oui. Ils sont aux premières loges pour utiliser la commande publique comme un outil pour développer leur territoire économiquement et socialement. Et pourtant, on retombe sur cette contradiction de l'oriental. On voit les mêmes décideurs qui reconduisent année après année les mêmes prestataires venus d'ailleurs pour des événements qui reviennent tout le temps. Au lieu d'utiliser ces marchés pour aider les boîtes locales à monter en compétences, peut-être en commençant petit, on dirait qu'on préfère rester dépendant. C'est quand même fou. Ça l'est. Et ça pose une question encore plus profonde, celle de la confiance. C'est l'autre point très fort du focus initial qu'on a lu. L'État, via des programmes comme l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, qui est faite justement pour ça, pour aider les projets locaux, lutter contre la pauvreté, ou via des fonds régionaux, il finance des jeunes qui créent leurs boîtes, des coopératives. On investit pour faire émerger les acteurs locaux. Et après, Ouais. on leur donne pas de boulot. C'est ça. Mais c'est souvent ce qui a l'air de se passer. Ces mêmes structures, une fois qu'elles existent, qu'elles ont été financées, elles rament pour avoir accès à la commande publique, même pour des trucs qui sont pile dans leurs cordes. Il y a comme un décalage, tu vois. On t'aide à démarrer, on croit en toi sur le papier, mais quand il s'agit de te filer un vrai contrat, avec l'argent public, là, la confiance, pouf, elle disparaît. C'est un peu comme aider quelqu'un à construire une voiture, mais refuser de lui donner les clés après. Et les conséquences de tout ça ? Ce n'est pas juste un problème technique pour juristes, j'imagine. Non, c'est lourd de conséquences. Et ça touche tout le monde. Économiquement, c'est de l'argent public qui s'en va à des régions qui en ont le plus besoin, comme l'oriental. C'est moins d'emplois créés sur place, c'est du savoir-faire qui ne s'accumule pas localement. Ça plombe la compétitivité du territoire à long terme. Et socialement ? Ça peut vouloir dire plus de chômage, surtout chez les jeunes diplômés qui trouvent rien chez eux. Ça décourage ceux qui veulent entreprendre. Pourquoi se lancer si les portes restent fermées?
Et puis ça peut créer un sentiment d'injustice, d'être mis de côté. Les gens voient pas les retombées des investissements publics dans leur vie, sur leur territoire. Le Conseil de la concurrence parle même de risques d'entente, de corruption. Oui, quand c'est pas transparent, quand les procédures sont trop complexes ou biaisées, ça peut ouvrir la porte à des arrangements entre entreprises, au détriment de la concurrence et de l'argent public, évidemment. Et plus largement, ça freine le dynamisme, l'innovation. Et il y a aussi la dimension développement durable. L'article de la RCSA note que même si les textes prévoient des clauses sociales ou environnementales, dans les faits, on les utilise très peu. C'est une occasion manquée d'utiliser le poids énorme de l'achat public pour favoriser l'emploi local, l'insertion ou des pratiques plus vertes. Bon, le tableau est, disons, nuancé, voire un peu sombre. Face à tout ça, est-ce que les sources qu'on a étudiées proposent des pistes, des solutions concrètes pour améliorer les choses? Oui, heureusement, les analyses ne font pas que critiquer, elles proposent aussi des réformes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles convergent pas mal. Premier gros chantier, simplifier et digitaliser. La CGM insiste beaucoup là-dessus. Alléger les procédures, peut-être moins d'autorisation avant, et plus de contrôle après, sur la base de règles claires. Le Conseil de la concurrence, l'OCDE, l'étude de RFIP, tous poussent pour accélérer la dématérialisation. Tout faire en ligne, via le portail, y compris le paiement. D'accord. Et pour l'accès des PME, le nerf de la guerre dont on parle depuis le début? Là, il faut vraiment passer des paroles aux actes. Appliquer vraiment l'allotissement, découper les marchés dès que c'est possible, revoir les critères de sélection pour qu'ils arrêtent de discriminer les petits ou les jeunes, surtout s'assurer que les fameux quotas réservés aux PME y soient vraiment appliqués et qu'on vérifie, et bien sûr, régler une bonne fois pour toutes ce problème des délais de paiement. Une autre idée intéressante, mentionnée par REFIP et la CGM, c'est de faciliter les groupements, permettre à plusieurs PME de s'allier pour répondre ensemble à un gros marché. Et la préférence locale? Comment on fait pour que ça marche vraiment et qu'on évite les situations comme dans l'oriental? C'est un point clé, oui. Il faut la rendre concrète, mesurable. Ça pourrait passer par des clauses territoriales plus claires dans les appels d'offres, comme le suggèrent la CGM et RCCA, et comme le réclame un peu le focus sur l'oriental. Des clauses qui favorisent l'emploi local, la sous-traitance locale. Il faut aussi des outils pour mesurer le vrai contenu local d'une prestation et suivre l'impact économique de la commande publique territoire par territoire. La gouvernance aussi, ça a l'air d'être un gros morceau. Pour lutter contre le favoritisme, les prix trop bas qui faussent tout. Absolument. Plus de transparence à toutes les étapes. Renforcer le rôle de la CNCP, la Commission nationale de la commande publique. Il faut qu'elle devienne un vrai régulateur indépendant qui puisse traiter les plaintes, faire de la médiation. Lutter activement contre le favoritisme, mais aussi contre ces offres anormalement basses qui cachent souvent des problèmes de qualité ou de dumping social. Appliquer les bonnes pratiques anticorruption de l'OCDE, c'est essentiel aussi. Le Conseil de la concurrence et la CGM insistent là-dessus. Et enfin, comment on utilise mieux ce levier pour des objectifs plus larges, comme le développement durable? L'article RCACA suggère d'aller plus loin que les clauses actuelles. Il faudrait de vrais plans d'action locaux pour l'achat public durable, avec des guides pour aider les acheteurs à intégrer ces critères sociaux, environnementaux. Et puis, la régionalisation avancée, c'est vu comme une opportunité. La CGM propose de donner plus d'autonomie, plus d'outils aux régions, comme des fonds d'investissement dédiés, pour qu'elles puissent piloter leur développement éco, y compris via la commande publique de façon plus agile. Ok, si on essaie de résumer. La commande publique au Maroc, c'est une force de frappe économique énorme, indéniable. Les règles visent la concurrence, la transparence, le soutien aux entreprises nationales. Mais sur le terrain, c'est plus compliqué. Plein d'obstacles freinent les PME, ça nuit au développement équilibré des régions, l'exemple de l'Oriental est frappant, et ça limite l'impact de cet outil. Donc, des réformes sont urgentes. Simplifier, digitaliser, garantir un accès juste, rendre la préférence locale effective, améliorer la gouvernance et faire de l'achat public un vrai moteur d'innovation et de durabilité. C'est tout à fait ça. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Au-delà de tous ces ajustements nécessaires, techniques, réglementaires, tout ça, on peut se demander si le vrai déclic ne viendrait pas d'un changement plus profond, une évolution des mentalités, de la culture administrative, chez ceux qui décident, surtout au niveau local. Est-ce qu'il ne s'agit pas, au fond, d'oser enfin faire confiance aux compétences locales qui émergent, de prendre le pari, de les accompagner, de les aider à grandir, même si au début il y a une part de risque, un apprentissage à faire ensemble. N'est-ce pas là, finalement, que se trouve la clé pour transformer vraiment la commande publique en un levier de développement pour tous et construire l'avenir économique des territoires?
La question reste posée.